Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Salut tout le monde, Marc-Antoine Jeté à nouveau avec vous pour l'enregistrement du podcast Flash Formation. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le Dr Maude Bouchard de la clinique du sommeil à Léo. Vous savez, le sommeil chez les pompiers, eh bien, c'est un sujet qui nous touche. Puis habituellement, quand on parle de sommeil, on a plus l'habitude de parler de pompiers en manque de sommeil, de pompiers fatigués, que d'avoir un bon sommeil, généralement. Alors, Maude, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça fait grand plaisir. Tu vas venir nous instruire grandement sur ce sujet-là. Et la première question que je veux te poser, tu vas voir, ça ne sera pas facile, mais ça serait quoi? Ou quelles pourraient être les meilleures stratégies pour gérer les horaires de travail atypiques pour minimiser ou du moins baisser un peu l'impact du sommeil pour les pompiers? Oui, bien en fait, on commence avec une belle grosse question, déjà en partant. Je dirais que ça dépend du type d'horaire atypique. Donc, chez Aléo, où est-ce que je travaille, on a un programme spécifique fait pour les gens qui ont des horaires atypiques, que ce soit les premiers répondants ou dans le domaine de la santé, peu importe. Et on sait qu'il y a autant d'horaires, de types d'horaires que de travailleurs. Parfois, là, même, j'imagine, chez les pompiers, tout dépendamment où est-ce qu'on travaille au Québec, dans quelle caserne, il y a peut-être des différences. Oui, tout à fait. Donc, la première chose que je dirais, c'est justement de bien comprendre c'est quoi l'horaire. Peux-tu me donner un exemple concret? On va partir de Je te dirais qu'au Québec, si on prend les pompiers temps plein, il y a pas mal deux types d'horaires. C'est soit l'horaire 24 heures, donc les pompiers ils font un quart de 24 heures. Donc souvent c'est du 7 heures le matin, 7 heures le lendemain matin. Il va y avoir une ou deux journées de congé, puis après ça, tout dépendant du type d'horaire, comment il est fait. Généralement, c'est 4 équipes qui vont travailler sur rotation. L'autre horaire qui est aussi connu, c'est ce qu'on appelle l'ancien horaire, parce qu'elle est connue depuis longtemps, l'horaire typique. Celle-là est plus compliquée. Fait que si on prend le mois au complet, les 4 équipes vont faire une rotation où une équipe va faire un quart qu'on appelle le 4 de jour, donc du lundi au jeudi de 7h à 5h. Il va y avoir un quart qui va être les 3 nuits, donc les jeudis, vendredis et samedis de nuit. Et il va y avoir ce qu'on appelle en bon québécois le grand stretch. Grand stretch qui est des journées de jour, le vendredi, samedi de jour, dimanche 24 heures et ensuite 3 nuits qui vont suivre, lundi, mardi et mercredi de nuit. Souvent, ce qu'on entend, il y a deux choses. Les pompiers étaient soit fatigués ou irrités du 4 de jour parce que souvent, c'est le déplacement pour se rendre à la caserne, on finit le soir. On commence très tôt aussi, donc on se lève très tôt généralement. Et aussi, bien naturellement, le grand stretch. Souvent, là, on entend les pompiers qui arrivent dans les 3 dernières nuits, là, lundi, mardi, mercredi. Et là, si on a eu de l'action un peu, là, ça peut être assommant, puis on a de la difficulté à régulariser un peu notre sommeil au travers de nos corps. Fait que pour moi, il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est qu'on a des travailleurs qui dorment au travail. Oui. Donc, il y a tout l'aspect d'environnement et de... On n'est pas tout seul dans notre chambre, dans notre petit cocon zen qu'on s'est fait. On est avec d'autres personnes. Fait qu'il y a la portion environnement qu'on pourra reparler. Et il y a la portion aussi récupération parce que tout dépendamment comment ça s'est passé au niveau des corps, est-ce que ça a été occupé? Est-ce que justement on a été beaucoup privé de sommeil ou finalement on a pu dormir un peu, mais là, 1 heure par-ci, 2 heures par-là, ça n'a pas dormi si bien, on a dormi dans une chaise, bref. Comment on récupère de ça? Et ça, quand je parlais là, de nos programmes, on fait beaucoup du cas par cas parce que si on a des gens qui ont de la misère à dormir, qui manquent de sommeil, ou des gens qui font de l'insomnie, puis on sait que c'est à peu près 60% là, des premiers répondants qui font de l'insomnie clinique, c'est à peu près 3 fois ce qu'on retrouve dans la population générale. Il y en a énormément. Fait que, des gens qui ne dorment pas bien, il y en a beaucoup chez les pompiers. Donc, comment on peut personnaliser et selon les besoins de la personne, le type d'insomnie, c'est quoi leur réalité aussi sociale, familiale, parce que des fois, on retourne, on est en congé, mais on n'est pas en congé à la maison, on a peut-être des jeunes enfants, on a peut-être des ados, on a peut-être des choses à s'occuper. Fait qu'on va utiliser des changements au niveau de l'hygiène de sommeil, qu'on pourra reparler, des changements au niveau de l'environnement quand c'est nécessaire,
à la maison, même l'environnement à la maison, des siestes, l'exposition à la lumière et toute une question aussi de, j'ai le mot timing, là, c'est un anglicisme, mais de timing des choses. Quand est-ce qu'on va se coucher? Quand est-ce qu'on se réveille? Quand est-ce qu'on a fait la sieste? Puis pour combien de temps? Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on s'entraîne? Fait que pour les gens qui ont des horaires atypiques, tout ça est super important pour le sommeil. Dans le fond, l'idéal, ce serait que peu importe le type d'horaire qu'on a, tout se planifie. C'est un peu ça que je comprends. Fait que si on a une vie active, tout dépendant de notre hygiène de vie, puis de notre, je peux dire, de notre vie à la maison aussi, tu sais, si les gens ont des jeunes enfants, si les gens sont dans le conjoint ou la conjointe, ben un autre emploi atypique avec un horaire contraire, ce qui fait que ça impacte aussi notre sommeil puis notre temps de repos. Les gens vont avoir aller au gym, veulent avoir une vie sociale, puis on se cachera pas, beaucoup de pompiers ont une deuxième job. Fait que souvent, ils vont profiter du fait que l'horaire leur permet d'avoir plusieurs congés, dû aux grandes heures travaillées, mais qu'est-ce qu'on fait de ces journées de congés-là? Ouais. Bien souvent, ces gens-là vont travailler quand même. Oui, puis c'est quoi les demandes externes et après ça, c'est quoi les besoins aussi individuels de la personne parce qu'on a des gens qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres, des gens qui ont besoin de beaucoup plus. Tu sais, moi, je sais que personnellement, je dors 9 heures. Donc, j'ai besoin de plus de temps que quelqu'un qui a besoin de 5-6 heures, par exemple. Puis ça, c'est vraiment, ça dépend de notre biologie, ça dépend même d'aspect génétique. Donc, il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter aussi parce qu'on a des gens qui ont de la facilité à travailler de soir ou de nuit, puis il y en a qui n'ont pas cette facilité-là. Et donc, la manière de récupérer ne sera pas la même non plus. OK. Hey, il y a une autre petite question qu'on n'a pas notée, mais que je vais te poser. Ouais. Ça me trottait en tête. Est-ce que c'est vrai qu'en vieillissant, j'ai l'impression qu'on a besoin de moins de sommeil? Quand je me compare à d'autres pompiers qui sont plus âgés que moi, bien souvent, eux autres, ils vont être fonctionnels. Avec juste 4-5 heures de sommeil. C'est sûr qu'eux autres sont aussi dans la catégorie, ils font des siestes, mais j'ai l'impression, moi, qu'en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil pour être aussi fonctionnel. Ça se peut-tu, ça? Mais en fait, tu touches un bon point, c'est-à-dire que le sommeil, il change tout au long de la vie. Hein. Un bébé, ça dort énormément, puis en petite période. Un ado, ça a besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un jeune adulte. Et effectivement, en vieillissant, on a tendance à dormir un petit peu moins. Nos besoins sont un petit peu moins grands. On passe moins de temps à dormir. On passe aussi moins de temps en sommeil plus profond que ça quand on est plus jeune, ado, jeune adulte, on en a en masse. T'sais, on s'endort comme ça, on se réveille le lendemain matin, on récupère bien si on est en privation de sommeil. Fait que oui, ça change en vieillissant. Mais ça ne sera pas des si grosses différences que ça et nos tendances individuelles vont rester. Donc, si j'ai tendance à être une grande dormeuse, ça risque de rester ça. Fait que je ne dormirai pas juste 5 heures à 60-70 ans si j'ai besoin de 9 maintenant. On parle de petits changements. OK, je comprends. Moi aussi, je suis dans cette catégorie-là. 5-6 heures de sommeil, ça peut marcher, mais pas 3-4 nuits de suite. Non, là, exactement. Je vais en avoir besoin de plus. Ben, puis il faut le prendre en compte quand on intervient, justement, quand quelqu'un qui a des horaires atypiques, a de l'insomnie, tout ça, il faut prendre en compte ça, parce que ça ne sera pas la même chose. Puis on n'a pas besoin de conserver le même nombre de temps pour récupérer quand on est un gros dormeur versus un petit dormeur. OK, mais j'aime ça. Fait que ça revient aussi à planifier, être capable de structurer un peu son horaire, puis de se donner les meilleures chances, en fait, là, de récupérer. Et d'avoir un environnement propice à ça aussi, parce que si on doit dormir justement de jour, si on doit utiliser les siestes, à la maison, on a besoin d'un endroit qui va être silencieux, parce que de jour, il y a plus de voitures qui passent, ça se peut qu'il y ait des gens à la maison qui fassent du bruit, il y a de la lumière, on a besoin de quelque chose qui est sombre aussi, parce que la lumière va venir donner le signal à notre cerveau que c'est pas le temps de se reposer ou de dormir, c'est le temps de faire d'autres choses. Puis un peu la même chose, tu sais, je voyais dans les questions, qu'est-ce qu'on fait dans une caserne, tu sais, pour essayer d'aider le sommeil des gens. Puis c'est pas facile parce que là, parfois, on va avoir plein de gens qui dorment dans une même salle. Il y a du bruit, il y a des gens qui vont se lever pour aller à la salle de bain, il y a peut-être des gens qui ronflent, il y a peut-être, tu sais, donc c'est pas la même chose. Donc un environnement qui est le plus frais possible, le plus sombre possible, le plus silencieux possible, ça va être aidant. OK. Ah, mais ça, c'est à prendre en note. Une autre question, ça, on en entend parler de plus en plus. Sûrement, vous avez des gens dans votre entourage qui font face, l'apnée du sommeil. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut identifier des signes d'apnée du sommeil, principalement chez les pompiers, puis c'est quoi les solutions qu'il peut y avoir pour faire face à ça? Oui, bien là, on touche de plusieurs troubles de sommeil. L'apnée du sommeil qui est le fait d'arrêter de respirer pendant qu'on dort. La majorité des gens qui souffrent d'apnée du sommeil, ça va être de l'apnée obstructive. C'est-à-dire que
les centres respiratoires fonctionnent, mais l'air ne passe pas ou passe pas assez bien. OK. Et donc, ce que ça vient créer, on arrête de respirer pendant quelques secondes et le cerveau se réveille. Si c'est très sévère, ça peut arriver des centaines de fois par nuit. Donc, le cerveau se réveille des centaines de fois par nuit. Et donc, la première chose à laquelle on peut s'attendre, c'est de la somnolence. Beaucoup de somnolence. Donc, être dans des situations puis avoir de la misère à se tenir réveillé parce que, peu importe le nombre d'heures qu'on a dormi, parce que notre sommeil n'est pas récupérateur puis il est très fragmenté. Fait que ça, c'est un symptôme à regarder. D'ailleurs, la somnolence pourrait aussi être un symptôme de d'autres types de troubles de sommeil que l'apnée. L'autre chose, c'est que comme on a, comme je disais, plus de 80% des gens qui souffrent d'apnée obstructive, ça se peut qu'on l'entende que l'air passe pas. Ça se peut qu'il y ait des... Pour la personne qui dort, là? Ben, quelqu'un qui ronfle, par exemple, des fois, c'est la personne à côté de nous. Si on dort avec quelqu'un qui va s'en rendre compte, qui va nous le dire. Donc, si on ronfle, ça veut dire que l'air passe pas si bien que ça. Fait que ça peut être un signe. Des fois, la personne à côté de nous peut nous entendre arrêter de ronfler tout d'un coup et essayer de reprendre notre air, même s'étouffer pendant la nuit. Ça peut être des exemples, avoir la gorge très sèche quand on se réveille. Donc, faire attention à ça. Puis, les facteurs de risque pour l'apnée du sommeil, ça peut être une prise de poids parce que là, il y a des tissus graisseux qui empêchent l'air de passer. Ça peut ne pas aider. En vieillissant aussi, on en voit plus parce que nos muscles deviennent plus flasques. Fait que ça se peut. Avec la prise de somnifères aussi, ça peut exacerber les problèmes d'apnée du sommeil. Donc, à faire attention à ça. Mais la première chose, c'est est-ce que je m'endors, même si j'ai dormi à 8 heures, même si j'ai dormi à 9 heures, je suis somnolente toute la journée et j'arrive pas à reprendre le dessus, bien ça peut être un signe qu'il se passe quelque chose. OK. Hey, mais ça, c'est... puis je suis convaincu que plusieurs pompiers se posent la question, est-ce que je fais de l'apnée du sommeil? Puis est-ce que ça peut être traité? Mais justement, quel genre de solution est-ce qu'il existe lorsque quelqu'un se fait dépister ou se fait confirmer, soit par quelqu'un d'autre, dit, je pense que tu arrêtes de te respirer la nuit, je pense que tu souffres d'apnée du sommeil. Là, c'est quoi les prochaines étapes pour essayer de régler ça? Bien, déjà, justement d'être conscient que ça existe, de savoir que ça se traite, puis de ne pas attendre. Hein, parce que là, on parle d'un trouble de sommeil, ça veut dire que notre sommeil n'est pas autant récupérateur. D'ailleurs, faire de l'apnée du sommeil, c'est un facteur de risque pour faire des AVC, par exemple. Ça amène d'autres problématiques de santé. Puis quand on pense que les premiers répondants sont déjà plus à risque de certains types de problèmes de santé, puis les gens qui ont des horaires atypiques, en fait, je dis premiers répondants, mais c'est plus les gens qui ont des horaires atypiques. C'est un pensée bien, surtout quand on sait que ça peut se traiter. Il y a des machines qui existent, il y a des dépistages qui existent, on peut faire ça au public, on peut faire ça au privé. Mais c'est juste important de ne pas attendre puis d'en parler à son médecin quand on soupçonne. Parce que souvent, on va se dire, bon, tu sais, c'est normal. Ou on ne veut pas le savoir, inconsciemment, on se dit, j'aime mieux pas trop aller là-dedans. Sauf qu'une fois que c'est réglé, et je connais des gens personnellement qui souffraient d'apnée du sommeil, même plus jeunes, et maintenant ils ont une machine qui envoie de l'air en continu, et ça a vraiment des beaux impacts positifs sur le fonctionnement, parce qu'il y a de la somnolence, mais la privation de sommeil, ça a des impacts beaucoup plus larges sur notre cerveau, sur notre prise de décision, sur notre humeur, on est plus irritable, sur notre attention, on cherche nos mots, on a de la misère à trouver l'information, donc ça peut être beaucoup plus large que juste être somnolent dans la journée. Bien, super, puis j'encourage justement les pompiers qui ont le fameux doute là, de savoir est-ce que je souffre de ça, aller faire un dépistage rapidement, puis la meilleure façon de le traiter, c'est de faire face puis de poser des questions. Et ça peut changer aussi, justement, s'il y a eu une prise de poids, s'il y a eu, ça peut changer à travers les années. Donc, si on soupçonne, peut-être qu'on a fait le test il y a 10 ans, mais qu'il y a des choses qui ont changé, puis que là, il y a des symptômes qui sont là, bien, on y retourne, on le refait, ce test-là. Et il faut savoir que il y a une petite proportion des gens que ce n'est pas de l'apnée obstructive, ça s'appelle de l'apnée centrale. Et donc là, c'est les centres respiratoires qui ne sont pas autant efficaces pendant la nuit. Et ça, c'est pas des gens typiquement comme de l'apnée obstructive, donc par exemple pour cause d'obésité ou des choses comme ça. Ça peut être autre chose. Fait qu'on peut avoir quelqu'un qui est super en forme, mais qui a quand même de l'apnée. Donc, si il y a beaucoup de somnolence, s'il y a ces autres symptômes-là un peu de privation de sommeil, mais ça vaut la peine d'en discuter. OK, super. Bien, on parlait justement de ça. Qu'est-ce que ça fait le manque de sommeil? Moi, je me connais très bien. Là. Je sais que quand je commence à être plus fatigué, je deviens irritable, puis deuxièmement, je commence à moins avoir de filtre.
Fait que ma patience est très limitée. Je me considère comme quelqu'un d'hyper professionnel dans mon travail, très courtois avec les gens, mais aussitôt que j'ai une fatigue, mon premier signe que je vais ressentir, c'est justement le fait que j'ai plus de filtre. Là, je deviens impatient, je deviens irritable. Mais justement, à quel point le manque de sommeil peut causer des risques ou peut causer peut-être des problèmes au niveau de la santé mentale des pompiers. C'est tellement large, tu sais, c'est vraiment, le sommeil, il est central à notre santé mentale. Puis c'est une relation qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire que un problème de sommeil peut venir affecter notre santé mentale. Tu as parlé d'humeur, mais ça pourrait être aussi des symptômes d'anxiété ou de stress qui sont exacerbés. On a peut-être des symptômes dépressifs, ben ça les augmente. Donc, ça peut être une cause, les problèmes de sommeil, pour des problèmes de santé mentale. C'est aussi un symptôme, les problèmes de sommeil. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont, par exemple, être en burn-out ou qui vont faire une dépression et un des symptômes de ça, ça va être de l'insomnie. Ou même, ça peut être de l'hypersomnie. On dort vraiment plus, on dort trop, plus qu'avant, plus que notre besoin, ou on dort pas assez, on veut dormir, mais on n'est pas capable de dormir, ce qui est l'insomnie. Donc, relation bidirectionnelle et ça s'inter-influence. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est si on fait une dépression, si on fait un burn-out, généralement, on essaie de le traiter. Hein? On va aller voir un médecin, on va peut-être arrêter de travailler, on va peut-être prendre la médication. Mais si on a un problème de sommeil, une problématique de sommeil, que ça ait commencé avec ça, puis que ça ait entraîné des problèmes de santé mentale, ou que ce soit le contraire, qu'il y ait eu des problèmes de santé mentale qui ont amené des symptômes d'insomnie, par exemple, on veut le traiter aussi. On veut traiter le sommeil parce que si on ne le traite pas, on a plus de chances après ça de refaire un épisode dépressif, de repartir en arrêt maladie, par exemple. Et je pense qu'on avait cette conversation-là off mic, si on veut, avant, comme quoi les gens, les premiers répondants, les gens qui ont des horaires atypiques, puis je travaillais avec des policiers, des policières aussi, on dirait qu'on se dit, c'est normal, je dors comme de la merde, puis ça va être ça. Toute ma carrière. Ouais. Puis on se dit, c'est comme ça, tu sais. Puis ça n'a pas à être comme ça, je pense. Ah, tout à fait. Puis c'est tellement, ce que tu as dit, c'est exactement la réalité, je crois. Dans notre milieu, les pompiers prennent pour acquis que du moment que tu commences à être pompier, ben là, ça ne t'empêchera pas d'avoir une famille, de faire autre chose. Donc, d'emblée, on part avec le constat qu'on ne va pas bien dormir pour le reste de notre carrière. Puis ça devrait tellement pas juste être ça. Oui, moi j'ai envie de changer cette idée-là complètement. Et non seulement ça, mais dire, mais imaginez avec du sommeil, tu sais, tu parles d'irritabilité, de comment on se sent. On est comme ça avec notre conjoint, notre conjointe, on est comme ça avec la famille, avec nos collègues, en société à la limite. Fait que juste il y a des trucs, même quand on a un horaire atypique, même quand on a un travail qui est demandant, il y a des trucs pour être capable de bien dormir sans changer l'entièreté de sa vie et de ses habitudes non plus. OK, super. Puis tu as abordé quelque chose tantôt, puis je veux qu'on y revienne. C'est justement le manque de sommeil, à quel point ça peut affecter notre réactivité, puis surtout notre prise de décision. On sait que les pompiers, on travaille dans un milieu, je vais te donner l'exemple. Imaginez un sportif de haut niveau. Il fait un athlète olympique, par exemple. Lui, il s'entraîne, il va prendre les heures qu'il a besoin pour se reposer, sa nutrition va être calculée, tout va être calculé en fonction d'une date et d'une heure précise, le moment de sa compétition. Les pompiers, quand ça travaille, des corps de travail, là, quand on est appelé pour une intervention d'urgence majeure, c'est un petit peu le moment de notre compétition. Mais à l'inverse de l'athlète de haut niveau, nous, là, notre préparation, là, on ne le sait pas, ça va être quand, le moment où la cloche va sonner. Fait qu'est-ce que notre nutrition, elle est bien faite, bien adaptée, l'hydratation, notre préparation mentale, notre sommeil, est-ce que tout ça est prêt? Bien souvent, non. Mais pourtant, il faut qu'on livre la marchandise. Mais dis-moi, à quel point, justement, le manque de sommeil pourrait affecter ce processus-là de préparation, puis de, justement, quand vient le moment d'être capable d'agir efficacement? Bien, c'est là où il y a un travail de fond à faire. Tu sais, ce que tu me dis, c'est que on doit être prêt à tout moment pour faire ça. Fait qu'il faut être prêt physiquement. Mais si on ne dort pas depuis 2-3 jours ou si notre prise de décision est altérée, il se passe plein de choses dans notre cerveau pendant qu'on dort. C'est pas parce qu'on n'a pas conscience qu'il n'y a pas plein de processus en place pour nous aider à fonctionner quand on est réveillé. Et on en a besoin de ces processus-là. Que ce soit justement la gestion des émotions, que ce soit la consolidation de la mémoire ou de préparer l'organisme pour quand il va être réveillé puis il va faire face à des situations. On n'a pas la même gestion de stress non plus quand on dort pas assez. Fait que quelque chose qui serait
peut-être moins stressant si on dort bien en général, peut l'être plus parce que la gestion des hormones de stress dans notre corps ne se fait pas de la même manière. Fait que ça me fait penser à ces choses-là. Il y a un travail de fond qu'on doit faire à ça et il est d'autant plus important, donc, soit d'adresser s'il y a un problème de sommeil et de savoir qu'il y a des solutions puis de ne pas prendre pour acquis qu'on va avoir ça tout le reste de notre vie, ou de juste, si notre problème c'est on est capable de bien dormir mais on ne dort pas assez et on n'est pas capable de le prioriser, bien il y a un travail à faire par rapport à ça. Tu parles de la prise de décision, des réactions aussi motrices de notre corps, il faut se mettre en action. On sait que des longues privations de sommeil, ça peut entraîner des délais au niveau de nos réactions motrices, en fait, dans notre corps. D'ailleurs, il y a plein d'accidents de la route, par exemple, qui sont causés, non seulement parce que les gens s'endorment au volant, mais parce qu'ils sont en privation de sommeil et ils réagissent pas assez vite à une situation. Donc, je pense à ça, je pense à la prise de décision qui est altérée quand on doit prendre une décision rapidement sur le coup. Mais le fait d'être en privation de sommeil va altérer cette prise de décision-là. Après, il y a un aspect quand même qui protège les pompiers dans le sens où il y a de l'adrénaline sur le coup et parfois cette adrénaline-là va être suffisante pour mettre le corps en action puis être capable d'agir. Mais après ça, il peut y avoir un bon crash aussi. Mais tu sais-tu quoi? Souvent, en pleine nuit, mettons que l'équipe de pompiers était endormie parce que ça a donné qu'il y avait le temps. Mettons que ça sonne, là, on se dit souvent, les pompiers vont se réveiller, embarquer dans le camion, se rendre sur l'appel, puis se réveiller encore. Comme si c'est tellement mécanique qu'on dirait qu'on est comme pas dans un état. Et surtout, ça c'est personnel à moi, là, mais j'ai remarqué que quand on s'endort, on va donner un approximatif, là, on s'endort vers 10-11 heures. Ouais. On a un appel vers minuit, 1 heure du matin. On se réveille, on a l'impression qu'il est 4-5 heures du matin, on est tout débalancé et j'ai l'impression que c'est le moment le plus difficile pour nous. Est-ce que ça se peut qu'en début de cycle de sommeil, ça soit plus difficile de se réveiller puis de fonctionner? Oui, ben tu parles d'un phénomène que nous, on appelle l'inertie de sommeil. Fait que ça, c'est vraiment l'état dans lequel quand on vient de se faire réveiller, l'état dans lequel on se sent. Et cette inertie-là va changer selon à quel point on est en privation de sommeil, mais aussi dans quel stade de sommeil on s'est fait réveiller, parce qu'il y en a plusieurs, des stades de sommeil à travers la nuit. Et il y a un processus qui fait en sorte que quand on est réveillé depuis longtemps, puis qu'on s'endort, le sommeil, c'est là qu'il est très profond. On va avoir ce qu'on appelle du sommeil en onde lente ou du sommeil lent profond, là, c'est la même chose. Et il arrive en début de nuit, ce sommeil-là, parce qu'il est en train un peu de réparer qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, pendant qu'on a été éveillé tout ce temps-là. Donc, c'est plus difficile de se faire réveiller. Dans ce stade-là, il y a plus d'inertie de sommeil aussi. C'est normal que ce soit plus difficile. Ça peut être normal. Donc, ça ne me surprend pas qu'il y ait justement, on se réveille, mais on est sur le pilote automatique, puis là, on se réveille quand on est devant la scène. Des fois, ça fait peur, mais c'est la réalité quand même. Une autre chose que j'avais par rapport à ça, comment je pourrais dire ça? Imaginons qu'on revienne d'une intervention qui a été peut-être difficile ou qui a demandé une logistique ou une prise de décision qui nous fait remettre en question. Okay? On va dire ça comme ça. Que ce soit un appel où on a eu de la difficulté à gérer nos émotions ou il a fallu qu'on gère les émotions de citoyens ou tout simplement un bon feu où on a eu à prendre des décisions stratégiques puis tout le kit. Bien, souvent, la nuit qui va suivre ce type d'intervention-là, c'est une nuit, on va se remémorer en boucle les événements. On va avoir plus de difficultés à s'endormir. Puis ça, là, c'est aussi bon dans le sport. Je me souviens, plus jeune, je jouais dans des sports. Puis après un match, ben, la nuit d'après, je faisais juste revoir en séquence le match. Puis j'ai l'impression que le cerveau essaye de faire du sens dans l'histoire qui vient de se passer. Et on dirait que malgré que j'ai une grande fatigue physique, mais mentalement, j'arrive pas à m'endormir parce que je fais juste me repasser certaines séquences. Pas parce que j'ai été nécessairement impacté par l'intervention, juste parce que je veux revoir ma prise de décision. Bien, tu touches à tellement de points intéressants avec ça. Le premier, c'est un aspect d'hypervigilance. Quand on a un travail comme ça, qui nous demande de réagir rapidement à des situations, non seulement ça, mais aussi de travailler de soir, de nuit, à peu près dans 24 heures, ça peut être n'importe quand, il peut s'installer une certaine hypervigilance. C'est-à-dire que le cerveau est tout le temps un petit peu allumé. Parce que des fois, à 3 heures du matin, on se fait réveiller, puis il faut aller travailler pendant 3 heures, puis après ça, il faut revenir. Donc, ça prend des méthodes pour diminuer cette hypervigilance-là dans les moments où on doit se reposer. C'est quelque chose qu'on travaille dans les programmes chez Alio, justement, de dire, OK,
à quel moment je dois dormir, puis comment je vais préparer mon cerveau, mon corps pour être capable de faire diminuer cette hypervigilance-là et d'être capable de m'endormir, parce que ce que tu mentionnes aussi, c'est qu'il y a de la fatigue, mais je ressens pas des signaux de somnolence. Je suis encore un peu en état d'alerte, mais je suis très fatiguée, mais je m'endors pas. Fait que ça peut être de l'insomnie. Et il y a des méthodes pour essayer de compartimenter, puis essayer de, oui, être hyper vigilant quand on a besoin de l'être, mais de le diminuer aussi quand c'est le temps de se reposer. Un petit mot de notre sponsor, Crewman Coffee, notre commanditaire, qui est un pompier du Québec qui a décidé de se lancer dans la fabrication d'un café de bonne qualité pour les équipes de caserne. Donc, tous inspirés du monde de pompiers. Vous avez le 10-15, vous avez la sorte de café expresso, le D-Fib. Donc, l'équipe de Crewman Coffee vous donne un code promo sur leur site internet crewmancoffee.com. Tapez le code promo FLASH et obtenez 10% de rabais sur toutes les commandes de plus de 1 kg. Également, il va remettre 5 $ par commande à la Fondation des Grands Brûlés. Parfait. Puis je vais ajouter une sous-question à ce sujet-là que je trouve très intéressant. Je fais partie de cette catégorie-là. On cherche tout le temps à être très performant, très rigoureux, très planifié et organisé dans notre travail. Ce qui fait que souvent, le moment où je vais être beaucoup dans ma tête, c'est au moment de me coucher. Puis je sais que j'ai beaucoup de collègues et amis qui vivent la même chose. Au moment où on va aller se coucher, ben là, on est déjà en planification. On est en train de réfléchir à notre journée du lendemain, à notre semaine. On est en train de tout préparer un plan de match. Et ça nous empêche de s'endormir. Puis je sais que beaucoup de gens qui font de la performance et qui aiment ça être très efficace au travail, on va voir ce genre de problème-là. Est-ce qu'il existe des trucs pour justement essayer de lâcher prise puis être capable de, moi je dis souvent, là, fermer le livre pour aller se coucher puis le réouvrir au lendemain? Bien, l'idée, c'est justement de compartimenter. Généralement, si ces pensées-là, ça nous arrive quand on est dans notre lit, la nuit fermée, puis ça serait le temps de dormir, c'est peut-être qu'on n'a eu aucun autre temps non plus dans notre journée pour aller penser à ça parce que c'est tellement chargé. Fait qu'un des premiers travaux à faire, je pense, c'est de se dire, je dois déplacer ce moment-là. Le moment où je revois dans ma tête, où je fais ma liste pour le lendemain, où je dois le déplacer. Ça ne peut pas être au moment de m'endormir. Donc, où est-ce que je le place? Consciemment. C'est bon. Est-ce que je le fais, puis je parle même des fois à des patients ou des patientes, des conversations de couple, des fois on s'est pas vu de la journée, puis c'est au moment de se coucher. Puis là, des fois, il y a des grosses conversations à avoir, puis c'est là qu'on les a. On n'est pas à notre meilleur moment. Non, exactement. Donc, il faut les déplacer pour être capable de se garder un moment. Puis il y a des gens qui ont besoin d'une longue période pour décompresser avant d'aller se coucher. Il y en a d'autres que ça peut être un 10-15 minutes, puis ça, c'est suffisant. Donc, je le déplace, je le fais à un autre moment et je bloque ces pensées-là juste avant ou même pendant la nuit parce qu'il y a des gens qui vont se réveiller, ça repart. Je dois les bloquer. Mais on ne veut pas les bloquer 24 heures sur 24 parce que là, on fait de l'évitement 100% du temps, puis ça ne sera pas mieux, puis le stress va nous gagner. Mais on doit les bloquer pendant qu'on dort. On doit les bloquer dans les moments où le but, c'est de se reposer. Si on veut être efficace pour gérer ces situations-là après coup. Parce que c'est pas efficace à 3-4 heures du matin quand on se réveille. Nos hormones, notre cerveau, il n'est pas fait pour de la pensée logique. Là. Il est fait pour dormir. Donc, c'est ce que je dirais. Et après ça, c'est d'avoir des moments, même si c'est court, pour relaxer. Puis après ça, c'est quoi relaxer? Ben, c'est différent d'une personne à l'autre. Hein. Mais ça prend des moments où on coupe de l'information et on est tellement connecté, que ce soit avec nos appareils ou avec justement la performance, surtout quand on travaille des horaires atypiques, que ça demande un travail supplémentaire pour être capable de déconnecter après. J'aime ça, puis je suis convaincu que plusieurs vont prendre des trucs ou au moins juste y réfléchir à ce que tu dis parce que ça touche probablement plein de gens, ça. Le fameux manque ou l'incapacité à s'endormir rapidement à cause qu'on est dans nos pensées intrusives. Ça pourrait être de l'écrire, hein? Ça pourrait être de se sortir de la tête, de l'écrire sur un bout de papier. Il y a même des gens qui vont laisser un bout de papier à côté de leur lit parce qu'ils savent que pendant la nuit, des fois, ils ont tellement de choses à penser, puis là, ça ressort. On l'écrit, on le laisse de côté. Il y a des on gens se libère l'esprit. On se libère. Il y a des gens qui vont faire de la visualisation, même de dire, OK, j'ai la pensée qui revient, il faut que je la laisse partir, il faut que j'imagine que tout est noir dans ma tête ou qu'il y a un nuage qui passe, ça a l'air bizarre, mais il y a des gens qui répondent vraiment beaucoup à ce genre de choses-là. Il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Excellent. Une autre question que j'avais, c'est quoi les meilleures pratiques pour créer un environnement optimal dans nos casernes pour favoriser le sommeil réparateur? Celle-là va être difficile et compliquée.
J'en conviens parce que plusieurs vont dire un pompier, c'est pas fait pour dormir. Puis ça, je suis 100% d'accord. On est là pour travailler. Par contre, si on a des corps qui sont de longue durée, on fait des 24 heures, parfois même des 48 heures, ben on n'aura pas le choix de trouver des moments de repos. Mais si justement on a accès à un moment de repos, ça serait quoi un environnement optimal? Ben, je pense qu'il y a l'environnement physique, mais il y a aussi comment les gens perçoivent le fait que quelqu'un va faire une sieste ou quelqu'un va se coucher plus tôt. Ou donc, si les gens sont respectueux des habitudes de sommeil de leurs collègues, je pense que déjà ça va aider. S'il y a une culture d'acceptation de dire, OK, ben j'ai quelqu'un qui dort là, sur le lazy boy, par exemple, ben on va essayer de pas trop faire de bruit, puis on va aller ailleurs parce qu'on sait que c'est important. Puis, fait de pas ridiculiser quelqu'un qui va dormir ou ça serait la première étape, je dirais. Okay. Avec l'aspect social de ça. En termes d'environnement, ben là, c'est difficile parce qu'il faudrait, je pense que tous les endroits sont différents. Encore une fois, si pendant la nuit, pendant que les gens dorment, par exemple, il y a moyen d'avoir un espace qui est assez sombre pendant que les gens peuvent dormir. Utiliser à la limite des bouchons, utiliser peut-être un bruit blanc avec des écouteurs parce que ça se peut que les gens se lèvent, ça se peut que justement il y a des gens qui soient malades, peu importe, ça peut aider. Fait c'est quoi nos besoins en lien avec ça, puis est-ce qu'on se fait réveiller par ça? J'essaie de penser l'utilisation des siestes en général aussi. Quand on sait qu'on s'en va faire un 24 heures ou quand on sait que on travaille toute la nuit, puis oui, on va pouvoir dormir, mais ça se peut qu'on se fasse réveiller, bien, des moments de repos, je dis des siestes, mais même maintenant, moi j'appelle ça des moments de repos parce que des fois, pendant la journée, les gens vont me dire, mais j'arrive pas à m'endormir de toute façon. Puis je dis, pas grave, va quand même te fermer les yeux, va dans un endroit qui est sombre et repose-toi. Et souvent, surtout dans ces populations-là qui sont déjà privées de sommeil à la base, il y a beaucoup de somnolence, ils arrivent finalement à s'endormir un petit peu. Et là, on protège notre performance pour après. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utiliserais. Et au contraire, des gens qui font de l'insomnie chronique, qui n'ont pas des horaires atypiques, ces gens-là, souvent, on va leur dire d'essayer d'éviter les siestes. Ou on va leur dire de faire des siestes très courtes et en après-midi parce que plus la sieste est longue, bien, plus elle peut interférer avec le sommeil la nuit. Et plus elle est tard dans la journée, plus elle peut interférer aussi. Dans le cas des gens qui ont des horaires atypiques, c'est le contraire. Moi, les siestes, souvent, surtout avant un quart de 24 heures ou avant un quart de soir, de nuit, je vais les faire plus long. Le moment de repos, peut-être ça va être 1 heure, mais si c'est possible, ça se peut que ça soit 2, ça se peut que ça soit 3 pour venir protéger ça. Et on sait que les bienfaits de ce sommeil-là avant le quart de travail vont durer pendant plusieurs heures aussi. Que ce soit en lien avec justement nos réactions ou ce qu'on a besoin pour bien performer après. Et les moments de récupération, comment on récupère aussi. Super intéressant. Puis, est-ce que tu dirais que les pompiers ou les gens du milieu de l'urgence sont suffisamment sensibilisés à l'importance du sommeil? Puis, sinon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les encourager à améliorer leur régime de sommeil? Ben, j'ai quasiment envie de te renvoyer la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que tu es dans ce milieu-là, tu as des conversations justement avec plein de gens. Moi, c'est sûr que je suis biaisée parce que je vois des gens qui trouvent que c'est important, parce que je vois des patients qui ont déjà des problèmes d'insomnie et qui viennent vers nous pour se faire soigner. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je dirais que dans notre société, les gens ont peur de s'engager. Fait que beaucoup en parlent. Ah, écoute, faudrait que je fasse de quoi? Ah, moi, je pense que faudrait que je fasse J'ai des collègues au travail là, qui m'en parlent encore. Là. Moi, je pense que je fais de l'apnée du sommeil. Là, ils en parlent, puis il faudrait donc qu'ils aillent prendre des rendez-vous, puis ils vont pas. On a peur de s'engager dans une démarche. Même chose pour des pompiers. Ben, moi, je trouve que je suis correct, mais ça pourrait s'améliorer. OK? Ben, fais un test de dépistage. Va voir si, effectivement, ton sommeil, il pourrait être amélioré. Ouais, mais encore une fois, on a peur de s'engager. Fait que j'ai l'impression, moi, que la plupart des pompiers savent que le sommeil, c'est un enjeu, mais ne s'engageront pas dans une démarche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les encourager un peu plus? Donc, c'est quoi la plus petite première étape qu'on peut faire par rapport à ça? Tu parles de dépistage, tu sais, sur le site de aleoclinique.com, il y a un dépistage de troubles de sommeil. Ça dure quelques minutes, 3 minutes à peu près. Et ça nous donne un peu les drapeaux rouges par rapport à notre sommeil. Et ensuite de ça, il y a d'autres étapes qui peuvent être prises par rapport à ça. Et ça peut être une idée. Juste en parler à son prochain rendez-vous chez le médecin, ça peut être une idée aussi. Je vais boire une gorgée d'eau et essayer de... Pour pas que ça affecte trop le flow.
Excuse-moi. Donc, oui, dépistage, mais après, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui le savent. Hein. Il y a beaucoup de gens déjà. Donc, tu sais, les programmes, par exemple, que nous, on va offrir, c'est des programmes qui sont courts. C'est 30 minutes par semaine, en visioconférence. Donc, ça ne demande pas de se déplacer à quelque part. En général, ça dure 5 semaines. Ça peut durer plus longtemps si le besoin est là, mais c'est assez court. C'est pas tant d'implications que ça. Et ça peut faire une grosse différence parce qu'on apprend tellement de choses aussi sur comment ça fonctionne. Il y a tellement de psychoéducation que, après ça, ces outils-là, on les a pour toujours. Et si on veut sensibiliser encore plus, puis j'aime pas vraiment l'idée de faire peur, tu sais, en disant que le manque de sommeil ou les horaires de travail atypiques, ça a des impacts sur la santé physique et la santé mentale, mais il y a des études là-dessus. Le manque de sommeil, l'insomnie, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, ça augmente l'hypertension. On sait d'ailleurs qu'il y a le 3/4 des gens qui ont des horaires atypiques qui sont déjà en état d'hypertension ou de pré-hypertension, par exemple. Ça augmente aussi l'obésité, ça augmente. C'est très sérieux, les problèmes qui peuvent découler des problèmes de sommeil. Et en plus, on est dans un environnement où on est constamment en train de challenger son cerveau et son corps parce que la personne normale, elle dort pendant la nuit. Puis les hormones, puis tout ce que notre corps fait en sorte qu'on devrait être en train de dormir, mais là, on est en train de travailler. Donc, on est constamment en train de challenger ça. Et ça, on sait que ça a des impacts à long terme. Donc, d'adresser ça maintenant, là, puis de prendre une petite action par rapport à ça, c'est très protecteur, en fait, pour la santé. Bien, je vais en parler, mais un peu plus justement des genres de services que vous offrez chez Aléo, parce que moi, j'ai eu la chance par mon employeur d'avoir accès au programme de dépistage, puis d'être suivi pendant 5 semaines avec une thérapeute. Puis, honnêtement, la première chose que j'ai remarqué, puis tu l'as mentionné, c'est l'apprentissage. Moi, j'ai appris beaucoup, puis c'est niaiseux que tu le sais pas, hein, tu sais. Fait que je me considérais comme quelqu'un de généralement curieux, puis c'est ce genre de choses-là, ben, je connaissais le bienfait des siestes. Comme tout le monde, je savais que notre horaire de travail, nous autres, n'était pas parfait, puis qu'on devait se trouver des trucs différents que les gens sur un horaire plus régulier. Et moi, là, j'ai été vraiment surpris d'en apprendre bien plus que ce que je croyais. J'ai appris sur la pression du sommeil. J'ai appris sur des journées d'affaires, des journées de transition entre mes journées de travail et mes journées de repos. J'ai appris justement à laisser mes pensées intrusives là, de côté. Trouver des moments dans la journée pour régler ça, faire un check dans ma tête pour être capable que quand on est temps de m'endormir, que ce soit plus facile. Puis pourtant, je pensais que j'en connaissais pas pire sur le sujet, et non, j'en ai appris beaucoup. Puis moi, les trucs m'ont aidé. Est-ce que c'est parfait? Non, mais je vous dis que j'ai fait vraiment un grand pas vers l'amélioration avec le programme. Mais mis à part ce type de programme-là, qu'est-ce que Aléo, ou plutôt, décris-nous un peu ce qu'est Aléo puis à quoi ça peut servir. Bien, certainement, puis même avant de faire ça, tu sais, j'ai envie de dire, c'est normal que ça soit pas parfait aussi. Parce que le sommeil, c'est pas parfait. Notre corps est assez résilient. Hein? C'est pour ça qu'on est capable d'avoir des horaires atypiques ou de voyager. Notre corps essaie constamment de se reprendre. Donc, il y a une partie il est résilient. Il peut le faire tout seul. Puis après ça, il y a toute la partie que nous, on peut encourager. Et tu parlais d'apprentissage. Fait qu'avant de parler d'Aléo, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, qui revient vraiment souvent avec les gens qui ont des horaires atypiques, surtout les gens qui doivent se lever très tôt. Des fois, des 2 heures la nuit, 3 heures. Je pense aussi aux gens dans les médias qui font de la radio. Il y a beaucoup de gens qui doivent se lever très tôt. Et ça crée du stress de devoir se lever en plein milieu de la nuit, généralement. Et ça peut créer aussi des problèmes d'insomnie parce que souvent, on va aller se coucher plus tôt pour avoir nos heures de sommeil, mais là, on ne s'endort pas. Plutôt la pression sommeil. Moi, j'appelle ça le principe de l'élastique. Notre élastique n'est pas assez étiré. Et là, on ne s'endort pas. Et là, on stresse parce qu'on ne s'endort pas. On regarde l'heure. On stresse avec « il me reste juste 5 heures pour dormir, il me reste juste 4 heures ». Et là, ça devient très difficile dans un contexte comme... Exactement. Ça devient difficile dans un contexte comme ça de venir dormir. Et une chose qu'on apprend dans ce type de programme-là, c'est, moi, ce que je fais avec ces gens-là au début, on va se coucher à l'heure où est-ce qu'ils s'endorment généralement. Fait qu'admettons que j'ai quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin et qui se couche à 8 heures le soir, mais que généralement, il s'endort vers 10-11 heures, bien, dans la première semaine, les 2 premières semaines, on va aller se coucher à 10-11 heures, même quand on doit se lever très tôt. C'est très contre-intuitif, quelque chose comme ça. Puis je pense pas que la personne l'aurait nécessairement essayé par elle-même parce qu'elle se dit, ben non. Puis il pense faire une bonne chose, il faut que j'aille me coucher tôt, je veux prioriser mon sommeil,
mais ça fait en sorte que ça rajoute plus de stress. Fait que c'est aussi des programmes comme ça, c'est de l'apprentissage, mais c'est désapprendre certaines choses. Donc, d'aller se coucher plus tard au début, d'augmenter la pression de sommeil, enfin de se sentir somnolent avant d'aller se coucher, de s'endormir vite, de diminuer le stress. Et après ça, avec nos autres outils, tranquillement d'aller, oui, se coucher un petit peu plus tôt, mais probablement jamais à 8 heures parce que ça ne fonctionnait pas. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple parmi des centaines d'exemples qu'on peut faire dans un programme comme ça avec un thérapeute. Puis je me souviens très bien justement d'un échange que j'avais eu avec la thérapeute qui me disait, je disais ben justement la même situation. Là, je regarde l'heure, ah mon Dieu, il est rendu minuit. Hey, dans 4 heures, il faut que je me lève. Oui. Là, le stress embarquait. Puis là, c'est un effet boule de neige, là. Fait que ça me donne pas envie de. Je m'endors pas parce que je stresse plus, etc., etc. Puis là, elle me disait, OK, parfait, mais qu'est-ce qui arrive demain matin si tu te lèves et tu es fatigué? Ben, je vais être fatigué. Parfait. Ça t'es-tu déjà arrivé? Ah, ben oui. T'as-tu réussi à passer au travers de ta journée? Oui. Fait que c'est ça le pire scénario. Donc, accepte ça. Tu vas finir par t'endormir, tu vas abaisser ton stress, puis le lendemain, tu récupéreras, puis la pression du sommeil aura augmenté, puis ça va peut-être t'aider pour la nuit d'après. Là, j'étais comme, OK, ça fait super du sens. Mais c'est vrai que si on me l'avait pas dit, je n'aurais peut-être même pas essayé. Je serais resté dans mon pattern de faut que je me couche tôt, faut que je me lève tôt, tu sais. Oui, il y a une grosse partie d'acceptation, tu le dis. Et c'est pas l'acceptation comme on parlait tantôt de ça se peut que j'ai de l'apnée du sommeil, mais c'est pas grave, je vais pas aller me faire tester. Je parle pas de cette acceptation-là, c'est plus d'accepter que oui, des fois on est fatigué, on sait que le sommeil est important, on sait qu'on veut y travailler, mais pour être capable de faire ça, il faut quasiment se détacher du résultat et pas trop le regarder, pas trop, parce que sinon ça nous amène du stress et c'est difficile de dormir. Donc, tu parlais d'Aléo tantôt. Aléo, c'est vraiment c'est des programmes pour les gens qui souffrent d'insomnie, qui souffrent de cauchemars, qui ont des horaires atypiques et donc qui ont de la difficulté avec leur sommeil en lien avec ça. Sur 5 semaines, 30 minutes en ligne avec des thérapeutes, je cherche le mot en français, mais des psychologues, des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux par exemple, qui peuvent pratiquer la psychothérapie. Et le but, c'est ça, c'est de réenseigner à dormir. On peut faire ces programmes-là, qu'on prenne des médicaments pour dormir ou non. Okay. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont les diminuer à travers un programme comme ça ou même arrêter si c'est leur souhait. Ça a aussi des impacts, ces programmes-là, non seulement sur les symptômes d'insomnie. Donc, on a à peu près dans la clinique 9 personnes sur 10 qui ont de l'insomnie comme clinique quand ils commencent et qui n'ont plus de symptômes d'insomnie chronique, en fait, clinique, quand ils terminent le programme. Donc, c'est pas parfait, mais ça l'aide Caroline que c'est beaucoup, tu sais. Puis même à ça, à travers ça, on a des gens qui diminuent de beaucoup leurs problématiques. Non seulement ça, mais comme on travaille aussi certaines pensées, on travaille l'aspect, qu'est-ce qui nous stresse par rapport au sommeil, on change certaines perceptions qu'on a. On voit aussi les symptômes d'anxiété diminuer, on voit les symptômes dépressifs diminuer, pas parce qu'on les a adressés ou qu'on a traité la dépression proprement parlé, mais parce que le sommeil va mieux, ça aide le reste. Fait que je trouve que c'est vraiment même un bon point de départ, tu sais, si je reviens à la question de comment on fait pour encourager les gens à aller traiter leur sommeil, bien des fois je me dis, c'est quasiment plus facile parfois de prendre cette porte-là que de regarder en pleine face le fait qu'on est super anxieux ou, par exemple, qu'on commence à avoir des symptômes dépressifs depuis quelques années, bien, commençons par le sommeil, par exemple. Ça peut être une belle porte d'entrée et des fois, c'est moins confrontant aussi. Oui, tout à fait. Ben écoute, comment on peut en fait contacter Aléo si les gens nos auditeurs souhaitent soit faire un test de dépistage ou souhaitent avoir plus d'informations sur les services que vous offrez, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Donc, on peut aller sur le site de aleoclinique.com. Le test de dépistage est gratuit. Disponible directement en ligne, ça prend juste quelques minutes. Et suite à ça, les gens vont avoir le choix de prendre rendez-vous avec des coordonnateurs des soins du sommeil dans la clinique. C'est par téléphone et il y a plein de plages horaires. Ça aussi, c'est une étape qui est gratuite. C'est-à-dire que si les gens ont des questions, s'ils veulent en apprendre plus sur les programmes, les gens qui vont appeler vont avoir leurs résultats aussi, donc pourraient leur parler de différents programmes qui pourraient être utiles pour eux. Donc, tout ça, c'est gratuit. Tu as parlé, toi, tu as eu accès via ton employeur. Donc, effectivement, au Québec, au Canada, on a des thérapeutes au Canada, aux États-Unis, mais on travaille beaucoup avec les employeurs pour qu'ils offrent ces services-là à leurs employés. Donc, ça peut être le cas de certaines personnes. Sinon, il y a aussi monsieur, madame, tout le monde qui peut décider, soit via les assurances ou avec un paiement d'entrée dans la clinique et de le faire. Et les programmes se basent vraiment sur ce qu'on appelle
la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. Tu sais, c'est des programmes qui sont étudiés à travers le monde, qui sont disponibles au compte-gouttes au public souvent, puis ça prend du temps. Donc, tu sais, le but d'Aléo, c'était aussi ça, c'est comment on peut rendre disponibles des programmes qu'on sait très efficaces pour traiter les problèmes sous-jacents, tu sais, les causes de l'insomnie, et non mettre un plaster qui va parfois même venir exacerber certains symptômes. Donc, c'est un petit peu ça le but. Docteur Maude Bouchard de la clinique Aléo, un énorme merci. Merci à toi. Ça a été super enrichissant. Je suis convaincu que ça va éveiller, on pourrait pouvoir faire un jeu de mots, là, éveiller certains pompiers à peut-être prendre en charge le sommeil puis à y réfléchir un peu. J'espère que ce sera des discussions d'équipe que vous aurez dans vos casernes. Donc, merci tout le monde, chers auditeurs, et à la prochaine pour un autre enregistrement du podcast Flash Formation. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.